Nous avons avec nous en ligne le professeur Pierre Jolicoeur. Il est professeur au Collège militaire royal du Canada à Kingston. Il est également spécialiste de l'ex-URSS. Bon après-midi, professeur Jolicoeur. Oui, bonjour. Professeur, on parle de cette guerre en Ukraine qui semble s'enliser et vous êtes d'avis que l'enlisement puisse donner lieu à un véritable carnage. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette réalité? Alors, il apparaît de plus en plus clairement que les stratégies développées par la Russie, par le gouvernement russe, semblent stagner. L'intervention militaire en Ukraine a montré des signes que la progression est moins rapide que prévu et que finalement la population ukrainienne que l'on croyait, que l'on espérait qu'accueillerait l'intervention militaire à bras ouverts, finalement résiste à la présence de l'occupant russe. Alors, dans ces circonstances-là, la progression des forces russes est beaucoup moins rapide que prévu. Et dans ce contexte, il est possible que les planificateurs, ceux qui avaient prévu l'invasion de l'Ukraine, soient à court de carburant ou un peu de difficulté à assumer les lignes d'approvisionnement de leurs troupes sur le terrain. Alors c'est ce qu'on constate pour l'instant, c'est que la progression est plus lente et finalement peut-être que les autorités russes se retournent vers davantage des zones à population assez dense, des villes, et que l'on se mette à bombarder c'est ce que l'on craint, qu'on se mette à bombarder les villes ukrainiennes de sorte qu'on fasse pression sur les autorités ukrainiennes afin qu'elles capitulent plus rapidement. Et tandis que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a décidé qu'il n'y aura pas de capitulation et ça semble agacer les Russes. Oui, tout à fait. Alors, pour aller un peu dans le même sens de ce que je disais il y a un instant, on a, je pense, très mal planifié cette intervention militaire. On avait imaginé que, d'une part, les forces ukrainiennes n'étaient pas compétentes ou bien équipées, de sorte qu'elles ne pourraient pas opposer une très forte résistance. Et on se rend compte sur le terrain que c'est l'inverse. Aussi, on s'attendait à ce que les forces russes soient accueillies un peu en héros, un peu à l'instar de l'intervention américaine en Irak en 2003. Alors, l'analogie tient à peine, mais quand même, on avait imaginé là aussi que l'intervention américaine permettrait, c'est-à-dire de détrôner Saddam Hussein et de favoriser un changement de régime, serait bien vu par la population locale. Or, c'est tout le contraire. On a vu les forces américaines comme étant une force d'occupation, une force des envahisseurs qui occupent le sol national, et la population s'est rebellée contre la présence américaine. Alors un peu de façon similaire en Ukraine, les forces russes avaient imaginé être accueillies en héros. On va les libérer d'un gouvernement néo-nazi. Alors ça fait partie de la propagande et ça fait partie du message qu'envoie Vladimir Poutine depuis le tout début et même depuis des mois, depuis des années, affirme que le gouvernement ukrainien est corrompu, il est dominé par des forces néo-nazis. On a même dit que l'intervention en Ukraine servirait à éviter un génocide. Alors, écoutez, un génocide contre qui? Contre les populations russophones en Ukraine. Alors, les soldats russes, ceux qui croyaient, pas tous le croyaient, mais certains quand même croyaient le message de leur propre gouvernement quand même, ont été très surpris de la réaction des autorités, pas juste des autorités, mais de la population ukrainienne, qui ne semble pas du tout jouer dans ce jeu et qui ne visent pas et ne veulent pas le renversement de leur propre gouvernement. Ils veulent au contraire que les forces russes quittent. Alors, dans cette situation-là, la guerre qu'on espérait très courte, avec un renversement de gouvernement en Ukraine, ne se produit pas. L'armée russe est obligée d'occuper les territoires si elle veut continuer, si elle veut atteindre ses objectifs.
elle poursuit l'attaque, mais cette attaque, progressant lentement, risque de laisser un assez lourd bilan. Professeur, c'est sûr qu'on aura le temps de faire un bilan de cette guerre, car un jour, elle se terminera. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit, ça pourrait vouloir dire que Vladimir Poutine va obtenir tout autre de ce qu'il pensait obtenir en menant cette guerre. D'abord, les pays proches de la Russie et qui ne sont pas membres de l'OTAN veulent, n'est-ce pas, devenir membres de l'OTAN. Et en plus, on comprend que Vladimir Poutine, qui pensait avoir une guerre rapide, n'aura pas cette guerre rapide. Il risque de s'embourber sur le terrain de l'Ukraine. Donc, et avec les propositions qui lui sont faites publiquement par le président Volodymyr Zelensky, qui serait d'oublier enfin pour l'instant l'appartenance à l'OTAN et de lui céder les deux républiques, si on peut les appeler ainsi, sécessionnistes. Est-ce que Vladimir Poutine n'aurait pas tout intérêt à se retirer et à prendre ce que Volodymyr Zelensky lui offre? Alors, c'est une arme à double tranchant. Vous avez, dans votre question, il y a beaucoup d'éléments. Alors, vous avez tout à fait raison de souligner que l'effet produit par cette guerre est un peu inverse à ce qu'il recherchait. Une partie du discours russe, enfin des exigences, des objectifs de cette guerre, c'est d'affaiblir, bien sûr l'Ukraine, mais aussi affaiblir l'OTAN. On espérait que, comme lors d'autres scénarios antérieurs de grands enjeux internationaux, que l'Union européenne soit divisée sur certains enjeux. On sait très bien que certains pays de l'Union européenne sont dépendants de la Russie pour leurs sources en énergie, et ceci qui crée des tensions à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce qu'on doit condamner la Russie? Est-ce qu'on doit couper les ponts? Est-ce qu'on doit mettre un embargo sur les sources d'énergie? Alors, la position des différents pays de l'Union européenne varie là-dessus, mais une chose est sûre, une des réactions non anticipées de la part de la Russie est une unification du front occidental. On observe une très grande solidarité des pays membres de l'OTAN et même, comme vous l'avez mentionné, certains pays qui n'en font pas partie et commencent à discuter une possible adhésion à l'OTAN, des pays qui étaient traditionnellement neutres. Alors pour la Russie, c'est le scénario du pire. On cherche à éloigner ou à éviter que l'OTAN se rapproche de ses frontières. Or, c'est plutôt l'effet inverse. Il y a une consolidation du front occidental, une recrudescence des troupes qui ont été déployées maintenant aux frontières de la Russie pour éviter le débordement du conflit ukrainien, mais il reste que le front de l'Est de l'OTAN paraît plus uni et plus fort que jamais. Alors, c'est l'effet inverse qui était désiré. D'autres éléments de votre question portent sur quel statut pour l'Ukraine. Si la proposition de Volodymyr Zelensky qui serait d'offrir une espèce de neutralité à l'Ukraine, cela dit, je suis loin d'être convaincu que ce scénario va être mis de l'avant par les autorités ukrainiennes, mais on en discute, bien sûr. C'est une des exigences de Vladimir Poutine. Alors, avoir une Ukraine neutre. Si l'Ukraine acceptait un tel scénario, elle abdiquerait presque certainement sur sa souveraineté. Alors, c'est un choix déchirant et très difficile à mettre en œuvre pour les Ukrainiens qui se battent pour préserver leur autonomie présentement. Quand je dis qu'il s'agirait d'une abdication de leur souveraineté, c'est que on évoque souvent l'exemple finlandais, par exemple. On voudrait finlandaliser l'Ukraine, c'est-à-dire lui imposer de force une neutralité et une non-adhésion à l'OTAN, ce qui pourrait satisfaire en partie la Russie. Par contre, il faut bien comprendre que la Finlande, lorsqu'elle a adopté un tel scénario dans le passé, durant la période de la guerre froide, notamment, eh bien, elle l'a fait de façon volontaire.
pour ne pas indisposer Moscou, à l'époque l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, si l'Ukraine adoptait une telle position, ce n'est pas volontairement qu'elle le ferait, mais sous la contrainte et imposée par Moscou. En fait, ceci traduit une perception du monde pour la Russie qui n'est pas conforme à la réalité. C'est comme s'il y avait dans le monde deux types d'États. Il y a les États qui sont voisins de la Russie, qui n'ont pas de souveraineté et qui doivent adopter une politique étrangère ou une politique de sécurité conforme aux exigences de Moscou. Et les autres États qui, eux, sont souverains et qui peuvent adopter leur politique étrangère telle qu'ils semblent être indiqués pour leurs besoins. Alors, c'est un choix déchirant, mais surtout, ça introduirait une distorsion dans le système international. La communauté internationale n'est pas prête d'accepter ce genre de division du monde en zone d'intérêt ou en sphère d'influence. Bon, il y a un peu de tous ces éléments qui sont dans votre question. C'est une réponse un peu longue, mais il faut considérer ces différents enjeux avant de pouvoir établir un futur plan de paix pour l'Ukraine. Ça serait la formule, professeur, si proche de Poutine et si loin de Dieu. Oui, on pourrait le voir ainsi. Et il faut voir aussi que on faisait allusion il y a quelques instants à l'enlisement des troupes russes en Ukraine, donc une progression moins rapide qu'anticipée. Alors, il se peut très bien que pour parvenir à ces fins, on augmente la pression. Et c'est le risque présentement, c'est ce que les observateurs dénoncent ou suspectent ou craignent de la part des autorités russes, c'est que face à l'enlisement, non seulement on se met à bombarder ou à viser les villes, mais on se met à utiliser des armes plus létales, plus dangereuses, qui jusqu'à maintenant, on peut dénoncer bien sûr le triste bilan. Et on n'a que des chiffres partiels sur le nombre de victimes de cette guerre. Professeur, il y a des analystes qui parlent d'une nouvelle vision du monde, un monde pluripolaire, et Vladimir Poutine aurait des prétentions dans ce sens-là, etc. On peut augurer qu'à la sortie de cette guerre, au contraire, retrouver un Vladimir Poutine beaucoup plus affaibli qu'avant la guerre. Effectivement. Alors, il est de plus en plus isolé. Vladimir Poutine, on peut voir que en Russie même, il y a une certaine grogne. Ce n'est pas les lois sont sévères en Russie et contester ou s'opposer à la volonté du gouvernement est plutôt dangereux. Alors, il faut quand même souligner le courage des personnes qui se soulèvent contre les autorités russes en ce moment. Mais le gouvernement adopte des lois de plus en plus sévères pour empêcher de la libre circulation de l'information. Et il est interdit de manifester en Russie pour s'opposer à l'effort de guerre. Alors tous ces éléments contribuent à renforcer l'appareil répressif en Russie. Donc les gens ne sont pas dupes. Certains le sont, bien sûr. Ils sont soumis ils sont bombardés d'une propagande à tout craint de la part des autorités russes. Il reste que certains s'opposent à l'effort de guerre, mais résistent un peu de façon silencieuse. Mais savent très bien que ce conflit est en quelque part injustifié. Et à partir du moment où le nombre de victimes de cette guerre va s'accroître, et quand je dis victimes, c'est pas juste du côté ukrainien, il y a des soldats russes qui tombent au combat. On n'a pas des chiffres très fiables pour l'instant, on a des estimations, mais ce chiffre est appelé à croître rapidement si effectivement le combat en Ukraine se transpose à l'intérieur des villes. Il y aura toutes sortes de guet-apens et de pièges qui vont être posés contre les occupants russes et le bilan va s'alourdir donc de chaque côté. Dans un tel scénario, le rapatriement des corps en Russie va sûrement soulever des oppositions. Il y a la population civile qui se demande pourquoi cette guerre. Il y a des familles, des militaires qui vont pleurer des pertes.
et qui risque de mobiliser un peu la société civile en Russie. Alors, Vladimir Poutine s'est mis dans une situation où il y a très peu de portes de sortie. Vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il pourrait accepter un scénario partiel qui n'a pas rencontré tous ses objectifs en Ukraine, mais pourrait se contenter des propositions du président Zelensky. Alors, si le scénario n'est pas assez satisfaisant pour lui, son pouvoir à Vladimir Poutine pourrait être contesté. Il risque de perdre sa légitimité comme chef d'État et de perdre le pouvoir à terme. Donc, il risque d'être très, très contesté en Russie s'il n'obtient pas satisfaction, à tout le moins sur les grandes lignes de son intervention. Pierre Jolicoeur, professeur au Collège militaire royal du Canada à Kingston, spécialiste de l'ex-URSS. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.